15 visages familiers de la télévision ont quitté l'écran, emportant avec eux un secret longtemps gardé. Derrière les sourires et les projecteurs, la maladie avançait en silence. Aujourd'hui, nous révélons la vérité sur leurs derniers jours, une histoire de courage, de douleur et de lumière jusqu'au bout. Numéro 1. Chadwick Boseman. Le 28 août 2020, le monde du cinéma s'est arrêté dans un silence total. Ce jour-là, la nouvelle de sa disparition a traversé les frontières comme une onde de choc. En France, les journaux du soir, les réseaux sociaux et les chaînes de télévision ont parlé d'un héros parti trop tôt. Peu de gens savaient que derrière le visage serein du roi du Wakanda se cachait une bataille de plusieurs années contre un cancer du côlon diagnostiqué en 2006. Il n'en avait jamais parlé publiquement, préférant que son art parle pour lui. Pendant ces 4 années, il a tourné sans relâche. Black Panther, Da Five Bloods, Marshall, 20 et un Bridge, tous ces rôles ont été filmés entre les traitements entre 2 séjours à l'hôpital. Les techniciens, les acteurs, personne ne remarquait vraiment la fatigue dans son regard. Chadwick refusait la pitié. Il arrivait sur le plateau avec le même sourire, la même énergie. Il disait souvent à ses proches que jouer, c'était sa façon de respirer. En 2019, son corps commençait à faiblir. Les fans avaient remarqué sa perte de poids, mais personne n'imaginait la gravité. Certains pensaient qu'il se préparait pour un nouveau rôle. Il continuait à apparaître lors d'événements publics, à visiter des enfants malades, à enregistrer des messages d'espoir. Chaque parole semblait dire qu'il voulait laisser quelque chose de plus grand que lui. Au printemps 2020, les médecins lui ont annoncé que la maladie s'était propagée. Il est rentré chez lui, à Los Angeles, auprès de sa famille. Ces derniers jours ont été marqués par le calme et la foi. Il lisait, écoutait de la musique, riait doucement avec sa femme. Le soir, il regardait parfois les étoiles en silence, comme s'il disait adieu au monde sans un mot. Son départ a bouleversé Hollywood, mais aussi la France, où Black Panther avait réuni des millions de spectateurs. Les médias français ont salué un acteur d'exception, un homme discret, courageux et fidèle à son message. Dans les semaines qui ont suivi, les hommages se sont multipliés sur toutes les chaînes, rappelant son sourire, sa dignité et la force tranquille qu'il dégageait. Chadwick Boseman a quitté la scène sans bruit, mais son histoire continue d'inspirer ceux qui croient encore que la lumière la plus pure brille souvent dans l'ombre. Numéro 2. Pelé. Le 29 décembre 2022, le Brésil s'est arrêté. À Paris, les journaux du matin ont ouvert sur sa photo, les stades ont observé une minute de silence, et les amoureux du football ont senti qu'une époque venait de s'éteindre. Depuis plus d'1 an, il se battait contre un cancer du côlon diagnostiqué à l'hôpital Albert Einstein de Sao Paulo. Il avait subi plusieurs traitements, parfois douloureux, mais n'avait jamais cessé de sourire aux caméras. Son visage restait celui d'un homme fort, d'un champion habitué à relever tous les défis. Au cours de l'année 2022, sa santé s'est fragilisée. Il ne pouvait plus assister aux matchs comme avant, mais il suivait encore chaque rencontre à la télévision. Ses proches racontent qu'il criait toujours de joie lorsqu'un jeune joueur marquait un but spectaculaire. Les médecins l'avaient prévenu que la maladie progressait, pourtant il gardait un espoir calme, une foi immense. Il disait à ses enfants que chaque jour passé à rire était une victoire. À l'automne, il a été hospitalisé pour la dernière fois. Les bulletins médicaux, rendus publics par sa famille, parlaient d'un traitement palliatif. Le monde entier observait la situation avec inquiétude. En France, les chaînes sportives diffusaient des rétrospectives de sa carrière, rappelant ses exploits, ses 3 Coupes du Monde, son élégance et son humilité. Pelé restait un modèle pour plusieurs générations, bien au-delà du football. Les derniers jours se sont déroulés dans la sérénité. Il recevait la visite de ses enfants, de ses petits-enfants et d'anciens coéquipiers venus lui dire au revoir. Il aimait écouter de la musique brésilienne, regarder les sourires autour de lui et répéter que la vie avait été belle. Le 29 décembre, son cœur s'est arrêté paisiblement. À cet instant, le monde s'est souvenu d'un homme qui avait changé l'histoire du sport et touché le cœur de millions de personnes. En France, les hommages ont afflué. Des légendes du football, des journalistes, des anonymes ont rappelé combien son jeu était une poésie. Les images de ses dribbles, de ses buts et de ses célébrations sont revenues sur les écrans, pleines de nostalgie. Pelé n'était pas seulement un sportif. Il était un symbole de joie, de persévérance et de lumière. Sa disparition a laissé un vide immense, mais son héritage vit encore dans chaque ballon frappé avec passion. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines histoires qui rendent hommage à ces destins exceptionnels. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Numéro 3.
Robin Gibb. Le 20 mai 2012, le monde de la musique s'est plongé dans le silence. Ce jour-là, à Londres, la nouvelle de sa disparition s'est répandue avec une profonde tristesse. En France, les stations de radio ont diffusé en boucle les chansons des Bee Gees. Les voix de Stayin' Alive, How Deep Is Your Love et To Love Somebody résonnaient comme un adieu. Robin Gibb s'est éteint après une longue lutte contre un cancer du côlon diagnostiqué en 2010. Lorsqu'il a appris la maladie, il était en pleine tournée. Il avait choisi de continuer à chanter malgré la fatigue. Il disait que la musique lui donnait de la force, que le public l'aidait à oublier la douleur. Pendant 2 ans, il a alterné entre les studios, les plateaux de télévision et les séances de traitement. Ses proches savaient qu'il souffrait, mais il cachait son état au public. Son visage amaigri attirait parfois l'attention, pourtant il restait élégant et souriant, fidèle à son image de gentleman discret. En 2011, la situation s'est aggravée. Les médecins ont parlé de rechute. Robin a dû annuler plusieurs concerts. Il passait de longs moments chez lui, entouré de sa femme Dwina et de ses enfants. Il s'intéressait à tout, lisait de la poésie, composait encore des mélodies simples au piano. Il espérait sortir un nouvel album, un dernier message d'amour et d'humanité. Le printemps 2012 a marqué la fin de son combat. En avril, il a été hospitalisé à Londres. Les fans du monde entier envoyaient des lettres, des fleurs, des vidéos de soutien. En France, de nombreux artistes ont témoigné de leur admiration pour sa voix unique et sa sensibilité. Robin Gibb a passé ses derniers jours entouré de sa famille. Il écoutait la musique qu'il aimait, les chansons de son frère Barry, parfois des enregistrements de concerts anciens. Il disait que la musique était le seul langage qui ne meurt jamais. Le 20 mai, il s'est endormi paisiblement. Les hommages ont afflué de toutes parts. Les fans français ont organisé des veillées improvisées à Paris et à Lyon, allumant des bougies au son de ses chansons. La presse a rappelé combien les Bee Gees avaient marqué plusieurs générations, de la fièvre du samedi soir aux ballades romantiques. Robin Gibb restera dans les mémoires comme un artiste sincère, un poète du son et un symbole de courage face à l'épreuve. Numéro 4, Kirstie Alley. Le 5 décembre 2022, la chaîne américaine CNN a annoncé la nouvelle qui a bouleversé les fans du monde entier. En France, les journaux de divertissement ont rapidement relayé l'information. L'actrice, connue pour son rôle dans la série télévisée Cheers et dans les films Allô Maman, Ici Bébé, s'est éteinte à l'âge de 71 ans, des suites d'un cancer du côlon diagnostiqué peu de temps avant son départ. La nouvelle a surpris tout le monde. Jusqu'au dernier mois, elle apparaissait encore active sur les réseaux sociaux, pleine d'humour et d'énergie. Selon ses proches, la maladie a été découverte tardivement. Elle avait ressenti des douleurs abdominales et une grande fatigue, mais pensait qu'il s'agissait d'un simple déséquilibre alimentaire. Ce n'est qu'à la fin de l'automne que les médecins ont confirmé la gravité de la situation. Elle a alors choisi de se faire soigner à Tampa, en Floride, entourée de ses enfants. La famille a déclaré qu'elle s'était battue avec une force tranquille, refusant de se plaindre, concentrée sur chaque instant qui lui restait. Kirstie Alley était une figure emblématique des années 80 et 90. En France, ses séries et ses films avaient conquis le public, diffusés régulièrement sur les chaînes nationales. Son humour décalé, son charisme et sa capacité à se moquer d'elle-même l'avaient rendue profondément attachante. Pendant plus de 30 ans, elle avait alterné entre comédies romantiques, téléfilms et émissions de divertissement. Elle parlait souvent de la télévision comme de son refuge, un lieu où elle pouvait être vraie, sans artifice. Les dernières semaines ont été silencieuses. Elle ne répondait plus aux interviews, préférant passer du temps avec ses proches. Ses enfants, William et Lily, ont confié qu'elle leur racontait souvent des souvenirs de tournage, des moments drôles et tendres. Elle riait encore, même affaiblie, comme pour prouver que la joie restait plus forte que tout. Le 5 décembre, elle s'est éteinte paisiblement, entourée de sa famille. En France, les chaînes de télévision ont rendu hommage à celle qu'elles appelaient avec affection la star au sourire contagieux. Les spectateurs se souvenaient d'une actrice sincère, pleine de vie, qui n'avait jamais cessé de faire rire. Sa disparition a laissé un vide dans le cœur de ceux qui l'avaient connue à travers l'écran, rappelant à tous combien la vie peut être fragile, même pour ceux que l'on croit invincibles. Numéro 5, Elizabeth Montgomery. Le 10 à 8 mai 1995, le monde de la télévision a perdu l'un de ses visages les plus aimés. Ce jour-là, dans sa maison de Beverly Hills, l'actrice s'est éteinte à l'âge de 62 ans, après avoir combattu un cancer du côlon diagnostiqué seulement quelques mois plus tôt. En France,
Les journaux télévisés ont rappelé son rôle inoubliable dans la série Ma sorcière bien-aimée, diffusée pendant des années sur les chaînes françaises. Son sourire, son regard pétillant et son petit mouvement donné étaient devenus familiers à plusieurs générations de téléspectateurs. L'histoire de sa maladie a été marquée par la discrétion. Au début de l'année 1995, elle ressentait une grande fatigue et des douleurs persistantes, mais continuait de travailler. Elle pensait qu'il s'agissait d'un simple épuisement. Les examens médicaux ont révélé un cancer avancé, déjà difficile à traiter. Malgré le choc, elle a choisi de rester à domicile et de ne pas rendre sa situation publique. Elle voulait garder le contrôle de son image, préférant que les gens se souviennent d'elle pleine de vie, comme dans ses rôles à la télévision. Ses proches ont raconté qu'elle passait ses journées à lire, à écouter de la musique et à regarder les fleurs de son jardin. Elle aimait la tranquillité, le chant des oiseaux et la présence de son mari Robert Foxworth. Ses enfants venaient souvent lui rendre visite, apportant un peu de gaieté dans ces moments silencieux. Elle gardait un ton doux et réconfortant même quand la douleur devenait plus forte. Elle refusait la pitié, affirmant qu'elle avait eu une vie magnifique, remplie d'amour et de rire. Les fans du monde entier ont été bouleversés par la nouvelle. En France, Ma sorcière bien-aimée avait marqué la culture populaire. Des générations entières avaient grandi avec Samantha et son mari maladroit. La disparition d'Elizabeth Montgomery a ravivé une grande nostalgie. Les journaux ont salué une actrice élégante, engagée, qui avait su mêler charme et indépendance. Le 10 à 8 mai, elle est partie paisiblement, entourée de sa famille. Quelques semaines plus tard, une émission spéciale lui a rendu hommage à la télévision française, retraçant sa carrière et les moments les plus lumineux de sa vie. Sa grâce naturelle et son sourire malicieux continuent de briller à travers les écrans, rappelant que même les étoiles qui s'éteignent laissent derrière elles une lumière éternelle. Numéro 6, Jack Lemmon. Le 27 juin 2001, la ville de Los Angeles est couverte de silence. Ce jour-là, l'un des acteurs les plus respectés du cinéma américain a quitté la scène pour toujours. Jack Lemmon, connu et aimé en France pour ses rôles dans certains Lem Show, La Garçonnière et le Fandango de Monsieur Wilder, s'est éteint à l'âge de 66 ans, après une longue bataille contre un cancer du côlon détecté plusieurs années auparavant. Lorsqu'il a appris la nouvelle de sa maladie, il avait déjà traversé plus de 50 ans de carrière. Il venait de tourner un téléfilm et se préparait à de nouveaux projets. Les médecins l'ont encouragé à se reposer, mais il refusait d'abandonner. Il répétait souvent que le travail était sa façon de rester vivant. Ses amis racontent qu'il plaisantait encore entre 2 séances de traitement, trouvant toujours une raison de rire. Pendant les dernières années, il est apparu plus rare à l'écran. En France, les cinéphiles continuaient de le revoir dans ses films diffusés sur les chaînes publiques. Sa complicité avec Walter Matthau, son ami et partenaire de toujours, restait dans les mémoires. Ensemble, ils avaient fait rire des millions de spectateurs. Mais derrière ce rire se cachait une grande fatigue. Son entourage savait qu'il souffrait, mais il ne voulait pas inquiéter ses fans. Il gardait son élégance, sa gentillesse et cette ironie douce qui le caractérisait. Au printemps 2001, son état s'est aggravé. Il a été hospitalisé à Los Angeles, dans la même clinique que son ami Walter quelques années plus tôt. Les médias ont appris qu'il luttait contre plusieurs complications. Les hommages ont commencé à affluer avant même l'annonce officielle, preuve de l'amour que le public lui portait. En France, les journaux spécialisés ont salué la carrière d'un acteur complet, capable de faire rire et pleurer dans la même scène. Le 27 juin, il s'est éteint paisiblement, entouré de sa femme Félicia et de ses enfants. Ce jour-là, les télévisions françaises ont rediffusé certains Lem Show, comme un dernier salut. Les spectateurs ont revu son sourire, sa tendresse, cette humanité sincère qui traversait chaque rôle. Jack Lemmon a laissé derrière lui une leçon de vie, celle d'un homme qui a affronté la maladie avec dignité et humour. Si son nom reste gravé dans la mémoire du cinéma, c'est parce qu'il a su rappeler à chacun que même dans la douleur, un peu de lumière peut encore briller. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous pour suivre les prochains récits des grandes figures qui ont marqué nos écrans. Merci d'avoir regardé et à très bientôt. Numéro 7. Milton Berle. Le 27 mars 2002, à Los Angeles, l'un des pionniers de la télévision américaine s'est éteint à l'âge de 93 ans. Ce jour-là, la presse du monde entier a salué la mémoire de celui que l'on appelait affectueusement Monsieur Télévision. En France, les chaînes spécialisées ont rappelé combien son humour avait marqué les débuts de la comédie télévisée et inspiré plusieurs générations d'artistes.
Derrière ce sourire légendaire se cachait pourtant une longue lutte contre un cancer du côlon diagnostiqué quelques années auparavant. Lorsque les médecins ont découvert la maladie, Milton Berle était déjà très affaibli. Il vivait dans sa maison d'Hollywood avec sa femme Lorna. Malgré les traitements, il continuait d'écrire, de lire des scénarios et de plaisanter avec les amis qui venaient lui rendre visite. Il disait que faire rire les autres restait le meilleur des remèdes, sa vitalité impressionnait ceux qui le connaissaient. Même affaibli, il gardait son esprit vif et cette malice qui l'avait rendu célèbre dans les années 50. Durant ces dernières années, il apparaissait rarement en public, mais ses interventions étaient toujours marquantes. Il recevait des lettres du monde entier, des messages de gratitude de la part de ceux qui l'avaient inspiré. En France, les nostalgiques de la télévision d'autrefois se souvenaient de ses sketchs diffusés dans des émissions spéciales consacrées aux grands humoristes. Il représentait une époque où la télévision rassemblait les familles autour d'un rire simple et sincère. Au début de l'année 2002, son état s'est détérioré. Les proches parlaient d'une grande fatigue. Il restait à la maison, entouré de sa famille et de ses souvenirs. Sur sa table, des photographies anciennes rappelaient les heures glorieuses de ses débuts sur scène. Il riait encore en revoyant les visages de ses partenaires de comédie. Il disait que sa vie avait été plus belle qu'il n'aurait jamais pu l'imaginer. Le 27 mars, il s'est éteint paisiblement dans son sommeil. Les hommages ont été nombreux. Les journaux américains et français ont salué l'homme qui avait fait entrer la comédie dans les foyers. Beaucoup ont rappelé qu'il avait été l'un des premiers à comprendre le pouvoir du petit écran, capable d'unir des millions de spectateurs par un simple sourire. Milton Berle laisse derrière lui l'image d'un artiste audacieux, d'un homme qui a su faire de la télévision un art, et d'un être humain qui, même face à la maladie, n'a jamais cessé de rire de la vie. Numéro 8. Sacha Distel. Le 22 juillet 2004, la France s'est réveillée avec une grande tristesse. Ce matin-là, les radios ont diffusé La Belle Vie, sa chanson la plus célèbre, comme un dernier adieu. Le chanteur et guitariste s'est éteint à l'âge de 71 ans dans sa maison du sud de la France, après avoir lutté pendant plusieurs années contre un cancer du côlon. La nouvelle a bouleversé le pays entier. Pour beaucoup, Sacha Distel représentait le charme, la légèreté et la douceur de vivre à la française. Le diagnostic était tombé au début des années 2000. L'artiste, d'un naturel discret, avait choisi de garder le silence sur sa maladie. Il continuait à donner des concerts, à apparaître à la télévision, à sourire aux photographes. Il disait souvent que la musique était sa meilleure thérapie. Sa voix chaude et rassurante faisait partie du paysage sonore de plusieurs générations. Il chantait encore dans des galas, des émissions de variété, et les spectateurs n'imaginaient pas qu'il menait en secret un combat contre la douleur et la fatigue. Les proches de Sacha racontent qu'il avait gardé jusqu'au bout un humour tendre et une élégance rare. Entre deux traitements, il jouait de la guitare sur sa terrasse, face à la mer Méditerranée. Il aimait regarder le coucher du soleil, entouré de sa femme Francine et de ses amis de toujours. Il se souvenait de ses débuts, de sa carrière internationale, des collaborations avec Dionne Warwick et Brigitte Bardot. Il évoquait la chance d'avoir connu l'amour du public. Au printemps 2004, son état s'est aggravé. Il a arrêté de se produire en public, préférant rester près des siens. Il lisait beaucoup, écoutait du jazz et recevait des messages de fans venus du monde entier. En France, les journaux ont commencé à s'inquiéter de son absence, mais personne ne connaissait la vérité. Il voulait partir dans la discrétion, sans tristesse, fidèle à sa nature pudique. Le 22 juillet, il s'est éteint paisiblement, dans le calme de son foyer. Ce jour-là, toutes les chaînes de télévision françaises ont rendu hommage à cet artiste au charme inoubliable. Les images de ses concerts, ses interviews et ses duos sont revenues sur les écrans. Sacha Distel a laissé derrière lui des chansons lumineuses, un sourire éternel et une leçon de courage. Sa voix continue de résonner dans les cafés, les voitures et les souvenirs de ceux qui ont grandi avec lui. Numéro 9. Daniel Lévy. Le 6 août 2022, la France a perdu l'une de ses voix les plus émouvantes. Ce jour-là, les journaux du soir ont annoncé la disparition du chanteur, à l'âge de 60 ans, après un long combat contre un cancer du côlon. La nouvelle a provoqué une vive émotion dans tout le pays. Depuis des mois, ses fans savaient qu'il luttait contre la maladie, mais beaucoup espéraient encore son rétablissement. Daniel Lévy s'était confié à plusieurs reprises, toujours avec pudeur et foi, remerciant le public pour son soutien. Il avait découvert la maladie quelques années plus tôt. Les premiers signes étaient apparus alors qu'il travaillait sur de nouveaux projets musicaux. Il avait interrompu sa tournée pour se soigner, puis avait repris la scène dès qu'il s'en était senti capable.
Sa voix restait puissante, habitée d'une profondeur nouvelle. Dans les émissions françaises, il parlait de sa volonté de continuer à chanter, même affaibli. Il disait que la musique était sa prière, un moyen de garder espoir. Au printemps 2022, son état s'était aggravé. Il restait chez lui, à Marseille, entouré de sa femme Sandrine et de ses enfants. Il passait ses journées à écrire, à méditer, à écouter les vagues depuis la fenêtre. Il recevait de nombreux messages de soutien, des artistes, des anonymes, des croyants de toute confession. Sa chanson L'envie d'aimer, tirée de la comédie musicale Les 10 commandements, était devenue un hymne pour ceux qui traversaient l'épreuve. En France, des milliers de personnes partageaient les paroles de ce titre sur les réseaux sociaux, comme un message de courage et d'espérance. Le 6 août, il s'est éteint paisiblement dans sa maison. Le lendemain, son inhumation a eu lieu à Marseille, selon le rite juif. Une foule nombreuse s'était rassemblée pour lui rendre hommage. Les caméras de télévision ont capté le silence ému, les applaudissements, les larmes et les prières. La France entière saluait un artiste sincère, un homme de foi et de bonté. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs artistes ont repris ses chansons en hommage. Les émissions musicales ont rediffusé ses plus belles performances. Sa voix résonnait encore, pleine de lumière et d'humanité. Daniel Lévy restera pour beaucoup un symbole d'amour et de résilience, un chanteur qui avait su transformer la douleur en espoir, la peur en chanson, et qui avait offert à la France une musique porteuse de paix et de douceur. Numéro 10, Charles Monsieur Schulz. Le 12 février 2000, le monde entier s'est arrêté un instant. Ce jour-là, à Santa Rosa en Californie, le créateur de Snoopy et des Peanuts s'est éteint dans son sommeil, à l'âge de 77 ans. Le lendemain, le dernier strip de sa célèbre bande dessinée paraissait dans les journaux. En France, où ces personnages accompagnaient depuis des décennies les pages du matin, l'émotion a été immense. Derrière ces dessins pleins de douceur et de philosophie, un homme venait de partir après un long combat contre un cancer du côlon diagnostiqué un an plus tôt. Lorsqu'il a appris la maladie, Charles Schulz travaillait encore chaque jour à sa table de dessin. Il continuait à tracer les visages familiers de Charlie Brown, Lucy et Snoopy avec la même précision qu'à ses débuts. Il aimait dire que ces personnages faisaient partie de sa famille. Les médecins lui avaient conseillé de se reposer, mais il refusait d'abandonner tant qu'il pouvait encore tenir un crayon. Sa femme Jean racontait qu'il passait ses journées entre son atelier et le jardin, observant la lumière et réfléchissant au dialogue de ses héros. À l'automne 1999, il annonça publiquement qu'il mettait fin à la série. Les fans du monde entier furent bouleversés. En France, des émissions spéciales lui rendirent hommage. Les critiques saluaient l'élégance de son œuvre, capable de mêler humour et mélancolie, simplicité et sagesse. Schulz avait transformé la tristesse du quotidien en une poésie universelle. Durant les derniers mois, il resta entouré de sa famille et de ses proches. Il regardait souvent les anciennes émissions animées de Snoopy diffusées à la télévision américaine et traduites en français. Il riait encore aux mêmes scènes, comme un enfant. Il répétait à ses enfants qu'il avait eu la vie qu'il souhaitait, remplie d'amour, de travail et de reconnaissance. Sa maison, silencieuse et pleine de souvenirs, devenait le théâtre d'une sérénité rare. Le 12 février, il s'est endormi pour ne plus se réveiller. Le lendemain, les journaux français ont publié un grand adieu à celui qui avait donné un visage à la tendresse et à la solitude. Les lecteurs relisaient son dernier dessin, où Snoopy tapait une lettre d'adieu sur sa machine à écrire. Charles Messier. Schulz laissait derrière lui un monde plus doux, une leçon d'humanité et un sourire indélébile gravé dans la mémoire de millions d'enfants devenus adultes. Si ces histoires vous touchent, abonnez-vous pour découvrir d'autres destins qui ont marqué nos écrans et nos cœurs. Numéro 11, Sam Simon. Le 8 mars 2015, à Los Angeles, le monde de la télévision a perdu l'un de ses esprits les plus brillants. Ce jour-là, Sam Simon, scénariste, producteur et co-créateur de la série Les Simpsons, s'est éteint à l'âge de 59 ans, après 2 années de lutte contre un cancer du côlon diagnostiqué en 2013. La nouvelle a rapidement traversé l'Atlantique. En France, où Les Simpsons étaient diffusés depuis des décennies, les téléspectateurs ont salué celui qui avait contribué à façonner une œuvre devenue culte. Lorsque la maladie a été découverte, Sam Simon menait encore une vie pleine de projets. Il travaillait sur de nouvelles idées, produisait des émissions et collaborait avec des associations caritatives. Il avait choisi de rendre sa situation publique, mais sans jamais s'apitoyer. Il expliquait avec un calme impressionnant qu'il voulait utiliser le temps qui lui restait pour faire du bien.
Il a alors décidé de donner la majeure partie de sa fortune à des œuvres humanitaires, notamment aux refuges pour animaux et aux associations de lutte contre la faim. Pendant les 2 années suivantes, il a continué à écrire et à recevoir des amis. Sa maison était remplie de livres, de dessins, de souvenirs des débuts des Simpsons. Il riait encore en regardant les anciens épisodes, rappelant les premières années de la série, quand lui et Matt Groening inventaient Springfield et ses habitants. Ses proches racontent qu'il restait curieux de tout, qu'il aimait discuter d'art, de cinéma, de philosophie. Il avait trouvé dans la création un moyen de se sentir vivant, même dans la douleur. En France, les fans de la série ont suivi de près l'évolution de son état. Des messages d'encouragement affluaient sur les réseaux sociaux, traduits dans toutes les langues. Les journaux spécialisés en télévision ont rappelé qu'il avait été l'un des premiers à comprendre que le dessin animé pouvait parler du monde réel, avec humour et profondeur. Sa vision avait marqué la culture populaire et inspiré des générations d'auteurs. Le 8 mars 2015, il s'est éteint paisiblement chez lui, entouré de ses proches et de ses chiens. Le lendemain, les chaînes françaises ont rediffusé plusieurs épisodes emblématiques des Simpsons. Sur les écrans, les voix familières de Homer, Marge et Bart semblaient lui dire au revoir. Sam Simon a laissé derrière lui une œuvre intemporelle et un message d'humanité. Il restera dans la mémoire collective comme l'un des créateurs qui ont su allier le rire, la réflexion et la générosité. Numéro 12, Jack Albertson. Le 25 novembre 1981, à Hollywood, la nouvelle de sa disparition a ému le monde du cinéma et de la télévision. Ce jour-là, l'acteur américain, connu pour ses rôles dans la série Chico and the Man et dans le film Charlie et la chocolaterie, s'est éteint à l'âge de 74 ans après un long combat contre un cancer du côlon. En France, où ses films et ses apparitions télévisées étaient régulièrement diffusés, les journaux ont salué la mémoire d'un comédien d'une humanité rare, aussi touchant dans le drame que dans la comédie. Le diagnostic avait été posé 3 ans plus tôt. Jack Albertson avait décidé de ne pas en parler publiquement. Il continuait à travailler, à tourner et à participer à des émissions, malgré la fatigue croissante. Sur les plateaux, personne ne remarquait sa souffrance. Il gardait le sourire, l'énergie et la bienveillance qui avaient toujours défini sa personnalité. Il disait souvent que jouer, c'était sa façon d'oublier la maladie. Au cours des dernières années de sa vie, il partageait encore des scènes avec des acteurs plus jeunes, leur donnant des conseils avec douceur. Sa voix grave, son regard bienveillant et son humour subtil faisaient de lui une figure respectée du milieu artistique. En France, beaucoup de téléspectateurs se souvenaient de lui comme du grand-père tendre et malicieux de Willy Wonka dans le film culte. Son interprétation avait marqué plusieurs générations d'enfants. À partir du printemps 1981, sa santé s'est dégradée. Il restait chez lui, entouré de sa femme Mabel et de sa fille Maura. Les proches racontent qu'il passait beaucoup de temps à lire, à regarder de vieux films et à écouter de la musique. Il aimait les mélodies lentes et apaisantes, celles qui lui rappelaient ses débuts sur scène. Il disait à ses amis qu'il se sentait reconnaissant d'avoir pu vivre de sa passion. Le 25 novembre, il s'est endormi paisiblement. Les hommages ont afflué dans la presse américaine et française. Les chaînes ont rediffusé ses plus grands rôles, rappelant sa capacité unique à transmettre la chaleur humaine à travers l'écran. Les critiques ont souligné la dignité et la force silencieuse avec lesquelles il avait affronté la maladie. Jack Albertson a laissé derrière lui une carrière exemplaire, empreinte de sincérité et de talent. Son image reste associée à la tendresse, à la gentillesse et à cette lumière tranquille qu'il portait en lui, même dans les jours les plus sombres. Numéro 13, Sorrel Booke. Le 11 février 1992, à Sherman Oaks en Californie, la télévision américaine a perdu l'un de ses personnages les plus emblématiques. Ce jour-là, Sorrel Booke, connu dans le monde entier pour son rôle du shérif corrompu Boss Hogg dans la série de Dukes of Hazzard, s'est éteint à l'âge de 64 ans après une lutte discrète contre un cancer du côlon. En France, où la série avait été diffusée pendant des années sous le titre Shérif, Fais-moi peur, la nouvelle a suscité une profonde émotion. Le comédien avait découvert la maladie plusieurs années auparavant. Malgré les traitements, il avait choisi de poursuivre son activité artistique. Il travaillait encore sur des doublages de films et de dessins animés. Sa voix reconnaissable entre toutes faisait rire les enfants et attendrir les adultes. Il disait souvent à ses collègues que tant qu'il pouvait prêter sa voix à un personnage, il se sentirait vivant. Sa détermination et sa gentillesse étaient connues de tous sur les plateaux. Durant les dernières années de sa vie, il vivait dans la tranquillité de sa maison de Californie,
entouré de ses livres et de ses souvenirs de tournage. Il relisait des pièces classiques, regardait de vieux épisodes de la série qu'il avait rendus célèbres et riait encore de ses propres répliques. Ses proches racontaient qu'il ne se plaignait jamais, qu'il préférait évoquer les bons moments passés avec l'équipe et les fans. Pour lui, le rire était la meilleure manière de dire merci à la vie. Au début de l'année 1992, sa santé s'est dégradée. Il passait ses journées à écrire de courtes histoires humoristiques et à écouter de la musique. Son entourage savait qu'il s'éloignait peu à peu, mais il gardait cette lueur de malice dans le regard qui avait fait de lui un acteur unique. En France, plusieurs magazines de télévision ont publié des portraits retraçant sa carrière, saluant un comédien à la fois drôle et généreux, capable de transformer un rôle secondaire en personnage culte. Le 11 février, il s'est éteint paisiblement. Les hommages ont été nombreux, aussi bien aux États-Unis qu'en Europe. Les fans de la série ont revu les épisodes où il affrontait les frères Duke avec sa maladresse légendaire. Les critiques ont rappelé qu'au-delà de l'humour, Sorrell Booke incarnait la passion du jeu, la chaleur humaine et la modestie d'un vrai artisan du cinéma et de la télévision. Son nom reste associé à la joie, à la nostalgie et à une époque où la télévision savait encore faire rire sans méchanceté. Numéro 14, Cleavon Little. Le 22 octobre 1992, à Sherman Oaks en Californie, le monde du cinéma et de la télévision a perdu un artiste au talent rare. Ce jour-là, Cleavon Little s'est éteint à l'âge de 53 ans, après avoir lutté contre un cancer du côlon diagnostiqué plusieurs années auparavant. En France, la nouvelle a été relayée par les médias spécialisés, rappelant son rôle inoubliable dans le film Le Shérif est en prison de Mel Brooks, devenu un classique de la comédie. Lorsqu'il apprit sa maladie, Cleavon Little travaillait encore pour la télévision. Il participait à plusieurs séries et continuait d'apparaître sur scène. Il refusait de se laisser abattre, préférant concentrer ses forces sur l'art. Ses amis racontent qu'il arrivait sur le plateau avec le sourire, toujours élégant, vêtu avec soin, plaisantant avec l'équipe. Il cachait la douleur derrière un humour léger et une bienveillance constante. Son professionnalisme impressionnait tous ceux qui croisaient sa route. Au fil des années, la fatigue s'est faite plus présente. Il réduisait ses apparitions publiques, mais restait actif dans l'écriture et la production. Chez lui, il passait du temps à lire des scénarios et à écrire des notes pour de futurs projets. Il disait souvent qu'il voulait laisser quelque chose d'utile, une œuvre capable de faire réfléchir sans cesser de faire sourire. Il croyait profondément que l'humour pouvait guérir les âmes. Au printemps 1992, il s'était retiré des plateaux pour se consacrer entièrement à sa santé. Ses proches veillaient sur lui. Il décrivait un homme apaisé, reconnaissant, conscient de la beauté de la vie qu'il avait vécue. Il parlait souvent de sa fille, de ses débuts au théâtre et des souvenirs joyeux partagés avec Mel Brooks et Gene Wilder. Il aimait se souvenir des tournées, des applaudissements, des rencontres avec le public. Il disait que les rires entendus dans une salle restaient la plus belle récompense de sa carrière. Le 22 octobre, il s'est éteint paisiblement dans sa maison. Les journaux américains et français ont rendu hommage à son élégance et à son intelligence comique. Les critiques ont rappelé qu'il avait ouvert la voie à une génération d'acteurs afro-américains à la télévision et au cinéma. Son nom reste associé à un rire franc, à un regard sincère et à un talent discret mais puissant. Cleavon Little demeure dans la mémoire collective comme un artiste qui a su allier courage, esprit et sensibilité jusqu'à son dernier jour. Numéro 15, Vince Lombardi. Le 3 septembre 1970, à Washington, le monde du sport a perdu l'un de ses plus grands stratèges. Ce jour-là, Vince Lombardi, légende du football américain et entraîneur mythique des Green Bay Packers, s'est éteint à l'âge de 57 ans, après une lutte courageuse contre un cancer du côlon diagnostiqué quelques mois plus tôt. En France, les journaux sportifs ont salué la mémoire d'un homme dont le nom symbolisait la discipline, la persévérance et la victoire. Lorsqu'il a appris la maladie, il travaillait encore comme entraîneur des Washington Redskins. Les médecins lui avaient conseillé de se reposer, mais il refusait d'abandonner son équipe. Chaque matin, il se levait avant l'aube pour rejoindre le terrain d'entraînement, déterminé à continuer tant que ses forces le lui permettraient. Ses joueurs se souvenaient de son regard sévère, mais juste, de sa voix puissante et de sa conviction que le courage comptait autant que le talent. Au printemps 1970, la situation s'est aggravée. Malgré la douleur, il continuait à assister aux réunions de son équipe. Les médias savaient qu'il était malade, mais peu connaissaient la gravité de son état. Dans le vestiaire, il parlait encore de stratégie, traçait des schémas sur le tableau, répétant que la vie, comme le sport, exigeait de la volonté.
Son épouse Marie était toujours à ses côtés, veillant sur lui avec une tendresse infinie. Durant les semaines précédant sa disparition, il recevait la visite de ses anciens joueurs. Il raconte qu'il les accueillait avec un sourire calme, les remerciant pour leurs efforts passés. Il disait que le vrai succès ne se mesurait pas en trophées, mais dans la loyauté et l'esprit d'équipe. Ses paroles simples résumaient toute sa philosophie. À l'hôpital de Georgetown, il gardait cette même dignité, s'inquiétant davantage du moral de ses proches que du sien. Le 3 septembre, à l'aube, il s'est endormi paisiblement. Quelques heures plus tard, le président Richard Nixon rendait hommage à son courage et à son influence sur des générations d'athlètes. En France, les journaux sportifs ont rappelé que le trophée du Super Bowl porterait désormais son nom, symbole éternel de la victoire et de l'effort collectif. Vince Lombardi reste aujourd'hui une référence dans le sport et dans la vie, une figure qui prouve que le travail, la foi et la détermination peuvent triompher de tout. Si cette histoire vous a touché, abonnez-vous pour découvrir d'autres destins inspirants. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.